Chapitre 1. Avant la tempête, Vincent Vigny Delroy avait bâti sa vie sur la précision. À 38 ans, il possédait 3 ateliers de réparation automobile prospères à Portland, employant 27 personnes qui le respectaient non seulement comme un patron, mais aussi comme un homme qui tenait parole. Ses mains, tachées d'huile moteur à vie malgré d'innombrables récurages, étaient des mains sûres, capables de reconstruire un moteur les yeux bandés ou de panser délicatement le genou écorché de son fils avec la même expertise. Grandir dans un foyer d'accueil avait appris à Vigny que la famille n'était pas une question de sang. C'était une question de choix, de loyauté et de présence aux moments importants. Lorsqu'il avait rencontré Diane Roswell lors d'un cours du soir dans un collège communautaire il y a 15 ans, elle semblait comprendre cette philosophie. Elle étudiait pour devenir hygiéniste dentaire et faisait des doubles gardes dans un restaurant pour payer ses études. Sa détermination était à la hauteur de la sienne, et lorsqu'elle riait à ses blagues catastrophiques sur les carburateurs, il savait qu'il avait trouvé sa personne. Leur fils Trevor est né 3 ans plus tard. Un garçon avec les cheveux noirs de Vigny et le sourire contagieux de Diane. Trevor avait hérité de la curiosité mécanique de son père, passant d'innombrables samedis matins à l'atelier, à apprendre à identifier les outils et à poser des questions incessantes sur le fonctionnement des choses. À 14 ans, il savait changer l'huile et vérifier les plaquettes de frein mieux que la plupart des adultes. Diane, d'étudiante motivée, était devenue une personne différente au fil des ans. La réussite était venue facilement après l'obtention de son diplôme. Le cabinet dentaire du docteur Manning l'avait immédiatement embauché, et son charme naturel avec les patients la rendait indispensable. Mais le succès générait un sentiment de droit. Elle commença à travailler tard plus souvent, à intégrer le cercle social du cabinet dentaire et à assister à des conférences qui s'étalaient sur de longs week-ends. La première faille dans leur fondation survint lorsque Trevor reçut un diagnostic de leucémie à l'âge de 13 ans. Vigny réorganisa immédiatement toute son entreprise, promouvant son mécanicien le plus fidèle, Lou Garrett, au poste de directeur afin qu'il puisse passer un maximum de temps à l'hôpital. Il apprit chaque détail du traitement de Trevor, se lia d'amitié avec les infirmières et transforma la chambre d'hôpital stérile en un atelier improvisé où lui et Trevor concevaient des voitures impossibles et rêvaient de voyages à travers le pays une fois Trevor guéri. Diane, cependant, semblait se replier sur elle-même. Elle se présentait aux rendez-vous importants et aux conversations sérieuses avec les médecins, mais elle ne supportait pas le quotidien de la maladie. Elle arrivait avec des fleurs et des sourires joyeux, restait 1 heure, puis partait pour des affaires professionnelles urgentes. Vigny comprenait que le deuil se manifestait différemment selon les individus. Il portait donc seul le fardeau, dormant sur des fauteuils d'hôpital et défendant avec acharnement les soins de son fils. Lorsque Trevor mourut 8 mois plus tard, 2 semaines seulement avant son 15e anniversaire, Vigny eut l'impression qu'on lui avait arraché tout ce qui comptait. Les funérailles eurent lieu un jeudi pluvieux de mars. Vigny prononça l'éloge funèbre, la voix ferme malgré la tempête intérieure. Il parla de la curiosité de Trevor, de sa gentillesse, de son rêve de concevoir des voitures qui aideraient les gens. Il promit à son fils que son souvenir perdurerait dans chaque moteur que Vigny réparerait, dans chaque personne qui l'aiderait. Mais même dans son chagrin, Vigny remarqua des choses. Le téléphone de Diane vibrait sans cesse pendant la cérémonie. Ses fréquentes visites aux toilettes, la façon dont elle pleurait à peine, tandis que Vigny avait du mal à respirer à travers ses larmes. Il attribuait cela à sa façon de gérer la perte. Chacun vivait son deuil différemment. Il se disait qu'elle avait besoin d'espace et qu'il devait honorer cela. La veillée funèbre eut lieu chez eux, une modeste maison de 3 chambres que Vigny avait rénovée lui-même, pièce par pièce. Amis du magasin, clients devenus membres de la famille, voisins et amis de Trevor occupaient chaque recoin. On racontait des anecdotes sur Trevor, comment il avait aidé Madame Patterson à réparer sa tondeuse à gazon. Comment il avait organisé un lavage de voiture pour récolter des fonds pour le refuge animalier. Comment il avait toujours le sourire aux lèvres et une mauvaise blague de papa prête. Vigny se faufila dans la foule, acceptant les condoléances et s'assurant que chacun avait à manger et à boire. Il était plus facile de prendre soin des autres que de rester assis à supporter sa propre douleur. Mais à mesure que la soirée avançait et que le dernier invité s'en allait, il réalisa qu'il n'avait pas vu Diane depuis 1 heure. Il la trouva dans leur chambre, sans pleurer ni digérer son chagrin, mais en train de se maquiller et de se coiffer soigneusement. Lorsqu'il lui demanda si elle allait bien, elle le regarda à peine. « J'ai besoin d'air, dit-elle. Je vais faire un tour en voiture. » Elle ne rentra pas ce soir-là. Chapitre 2. L'impensable. Diane revint le lendemain matin avec du café et des bagels,
faisant comme si rester dehors toute la nuit après les funérailles de son fils était parfaitement normal. Quand Vinny lui demanda où elle était allée, elle affirma qu'elle avait conduit jusqu'à la côte et dormi dans sa voiture, ayant besoin d'espace pour réfléchir. L'explication lui parut creuse, mais Vinny se noyait dans son propre chagrin et cherchait désespérément à croire quoi que ce soit qui puisse prouver que sa femme était toujours celle qu'il avait épousée. La semaine suivante passa dans un tourbillon de cartes de remerciements, de papiers d'assurance et d'un silence pesant qui emplissait la maison où résonnait autrefois le rire de Trevor. Vinny se consacra à des tâches physiques, réorganisant la chambre de Trevor, réparant tout ce qui avait besoin d'être réparé dans la maison, travaillant 16 heures par jour à l'atelier. Le mouvement permettait de tenir à distance le pire du deuil. Diane, quant à elle, semblait étrangement pleine d'énergie. Elle nettoyait avec obsession, réorganisait les meubles et parlait de nouveaux départs et de nouveaux chapitres de sa vie. Lorsque Vinny suggéra qu'il pourrait peut-être consulter un conseiller en deuil, elle rejeta l'idée, prétextant que le travail suffisait à la thérapie. 2 semaines après les funérailles, par un froid mardi soir, Vinny rentra tôt du magasin, épuisé, espérant convaincre Diane de commander à emporter et peut-être de regarder un film ensemble. Ils avaient besoin de renouer des liens, de trouver des moyens de se soutenir mutuellement face à cette perte impossible. Au lieu de cela, il trouva Diane dans la cuisine avec un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Grand et mince, avec des cheveux blonds soigneusement coiffés et des vêtements coûteux. L'inconnu était adossé au comptoir de Vinny, buvant sa bière, tandis que Diane riait comme une adolescente. Vinny. La voix de Diane était claire mais artificielle. Voici Rick Chandler. C'est le nouveau prothésiste dentaire du cabinet. Je l'ai invité à dîner. Rick lui tendit une main soignée et un sourire de politicien. Désolé pour ta perte, mon vieux. Diane m'a tout raconté au sujet de ton fils. Une véritable tragédie. La désinvolture avec laquelle cet inconnu évoquait Trevor, son fils, son cœur, figea le sang de Vinny. Mais il serra la main qu'il lui tendait et marmonna des banalités de circonstance. La confusion l'emportait sur la colère. Peut-être Diane avait-elle invité une collègue pour se distraire. Peut-être était-ce sa façon de gérer les choses. Le dîner était surréaliste. Rick dominait la conversation, partageant des anecdotes sur son ancien emploi à Los Angeles, ses projets d'amélioration des pratiques, la technologie et sa philosophie de la vie. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être le plus intelligent de la salle, et traitait Vinny avec la condescendance polie dont on pourrait faire preuve envers un simple artisan. Ce qui perturbait le plus Vinny, c'était la réaction de Diane, elle riait trop fort aux blagues de Rick, lui touchait le bras lorsqu'elle soulevait des questions et se comportait comme une personne complètement différente. Ce n'était pas la femme qui s'endormait en lisant des revues dentaires, ou qui s'enthousiasmait pour de nouvelles techniques de nettoyage de la plaque dentaire tenace. C'était quelqu'un qui jouait la comédie, et Vinny ne comprenait pas pour qui. Après que Rick soit parti vers 22 heures en promettant de recommencer bientôt, Vinny a essayé de parler à Diane de l'étrangeté de la soirée. Elle l'a accusé d'être jaloux et antisocial, affirmant qu'elle essayait simplement de maintenir des relations normales pendant qu'il se complaisait dans son chagrin. Peut-être que si tu faisais un effort pour aller de l'avant au lieu de traiter notre maison comme un sanctuaire, on pourrait commencer à guérir, a-t-elle dit avant de disparaître dans la salle de bain pour une douche d'1 heure. Les jours suivants, la présence de Rick est devenue régulière. Il est venu dîner le mercredi, et passé le samedi après-midi pour prendre des nouvelles de Diane et a appelé à la maison à des heures indues. Lorsque Vinny a répondu, Rick a demandé Diane avec la familiarité d'un vieil ami, et non d'une récente collègue. Dimanche matin, Vinny s'est réveillé et a trouvé Diane déjà habillée et en train de se maquiller. Rick vient me chercher pour le brunch, annonça-t-elle. Toute l'équipe du bureau va dans ce nouveau restaurant en centre-ville. Mais lorsque Vinny appela le bureau plus tard pour parler à Diane du fonds commémoratif de Trevor, la réceptionniste mentionna que le docteur Manning était au match de foot de sa fille et que la plupart des employés étaient libres le week-end. Lorsqu'il demanda des nouvelles de Rick Chandler, il y eut un long silence. « Je suis désolé, nous n'avons personne de ce nom ici. » Vinny raccrocha, les mains tremblantes, non pas de chagrin, mais d'une terrible compréhension qui commençait à poindre. Chapitre 3. La gifle qui changea tout. Ce dimanche soir-là, Vinny attendait dans le salon sombre le retour de Diane de son supposé brunch au bureau. Elle rentra vers minuit, fredonnant doucement et gesticulant avec la satisfaction relâchée de quelqu'un qui avait passé une excellente journée. « Comment s'est passé le brunch ?» demanda Vinny dans l'ombre. Diane sursauta, puis rit nerveusement. « Mon Dieu, tu m'as fait peur. »
C'était sympa. On est allé à Burnside, puis on s'est promené sur le front de mer. J'ai appelé le bureau aujourd'hui, dit Vinny doucement. Il n'y avait pas de Rick Chandler qui travaillait là. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre. Dans la faible lumière du lampadaire, Vinny observait le visage de sa femme alterner entre surprise, calcul, et enfin défi. « Tu appelles mon bureau pour prendre de mes nouvelles ?» Sa voix s'éleva avec une indignation maîtrisée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Diane ? Qui est Rick Chandler ?» Elle se détourna, occupée à raccrocher sa veste. Il était consultant. Il a terminé son contrat cette semaine. Arrête de me mentir. Les mots restèrent en suspens entre eux. Vinny ne lui avait jamais parlé comme ça. Direct, sans concession, exigeant la vérité. En 15 ans de vie commune, il lui avait toujours accordé le bénéfice du doute. Il avait toujours choisi de faire confiance plutôt que de questionner. Diane se retourna pour lui faire face. Et pendant un instant, il vit dans son expression quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de froid et de calculateur. « Bien, dit-elle. Tu veux la vérité ? Rick est quelqu'un qui me redonne l'impression d'être en vie. Quelqu'un qui ne veut pas passer chaque instant éveillé à pleurer le passé. Notre fils est mort il y a 3 semaines. Je sais quand mon fils est mort, rétorqua-t-elle. Mais la vie continue, Vinny. Certains d'entre nous veulent la vivre. Combien de temps ? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Est-ce important combien de temps, Diane ? Elle le fixa un long moment, puis haussa les épaules avec une désinvolture qui lui fit l'effet d'un coup dur. 6 mois, nous nous sommes rencontrés à une conférence dentaire à Seattle. Il représentait une entreprise d'équipement. 6 mois, Trevor luttait pour sa vie, Vinny dormait sur des fauteuils d'hôpital et apprenait les numérations de globules blancs et les protocoles de chimiothérapie, tandis que leur fils demandait pourquoi maman semblait si distraite pendant ses visites. Tu le vois depuis que Trevor est malade. Ne ramène pas ça à Trevor, dit Diane, la voix durcie. C'est à propos de toi et moi. À propos de notre séparation. À propos de la façon dont tu es devenu si obsédé par l'idée d'être le père en deuil parfait que tu as oublié que tu avais une femme. J'ai oublié que j'avais une femme. Vinny se leva, son contrôle craquant enfin. J'essayais de sauver notre fils. Et notre mariage ? La question le frappa comme une gifle. Comment pouvait-elle transformer son dévouement envers leur enfant mourant en un échec en tant que mari ? Comment pouvait-elle faire de sa trahison sa faute ? Sors d'ici, dit-il doucement. Quoi ? J'ai dit, sors d'ici. Fais tes valises et pars. Diane rit. Un rire dénué de chaleur. C'est aussi ma maison, Vinny. La moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Tu ne peux pas. 2 semaines seulement après les funérailles de mon fils, ma femme a amené son nouvel amant vivre avec nous, dit Vinny. Sa voix devenant plus forte. J'ai pris la parole. Elle a agi comme si c'était moi le problème. Maintenant, je dis, sors d'ici. Rick n'emménage pas, dit Diane. Mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas ? Parce qu'on dirait qu'il a été là tous les jours cette semaine. À boire ma bière, à manger mon repas, à dormir dans mon lit quand je ne suis pas là. Son visage rougit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors prouve-moi que j'ai tort. Choisis-le ou moi. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Diane redressa les épaules et le regarda avec une pointe de pitié. Tu vis dans le passé, Vinny. Trevor est parti et ton chagrin obsessionnel ne le ramènera pas. Rick m'aide à me concentrer sur l'avenir. Sur ton avenir, corrigea Vinny. Sur votre vie sans les désagréments d'un mari en deuil, si tu ne peux pas gérer. 2 semaines seulement après les funérailles de mon fils, ma femme a fait venir son nouvel amant vivre avec nous. Quand j'ai pris la parole, elle m'a giflé violemment et a crié, si tu ne peux pas gérer, va-t'en. Je suis parti les mains vides et personne ne s'en est soucié. Ce n'étaient pas ces mots. C'étaient ceux qu'il écrirait des années plus tard dans des documents judiciaires et des déclarations de victimes. Mais à cet instant, voyant sa femme choisir sa liaison plutôt que leur mariage alors que les fleurs commémoratives de leur fils étaient encore fraîches, Vinny a vu son avenir avec une clarté parfaite. Diane a levé la main et l'a giflé violemment. Le bruit a résonné dans leur salon comme un coup de feu. Si tu ne peux pas gérer, va-t'en, a-t-elle crié. Vinny a senti mourir quelque chose en lui qui n'avait rien à voir avec le chagrin. C'était différent de perdre Trevor.
Cela avait été un acte cruel de la nature, une tragédie médicale que personne ne pouvait contrôler. C'était une trahison, délibérée et calculée. Choisie. Il regarda sa femme de 15 ans, la mère de son fils décédé, et sentit quelque chose de nouveau prendre racine là où sa confiance s'était installée. Quelque chose de froid, de patient et d'absolument impitoyable. D'accord, dit-il doucement en touchant sa joue irritée. J'y vais. Il fit une seule valise et partit le soir même. Il ne se retourna pas. Chapitre 4, la descente. Vinny emménagea dans un studio au-dessus d'un restaurant vietnamien sur Division Street. L'endroit sentait l'herbe et l'huile moteur du garage voisin, car il lui rappelait son ancienne vie, sans les souvenirs douloureux liés à sa maison. L'appartement était meublé d'un lit, d'une table, de 2 chaises, et rien d'autre. C'était parfait. Il n'avait aucun désir de confort. Le premier mois fut un tourbillon de consultations juridiques et de nuits blanches. Diane avait immédiatement demandé le divorce et une pension alimentaire temporaire, affirmant que Vinny avait abandonné le mariage. Son avocate, une femme perspicace du nom de Beverly Morse, dressa le portrait d'un mari autoritaire, incapable de gérer le besoin de soutien social de sa femme pendant leur deuil mutuel. Vinny, l'avocat commis d'office, un défenseur public surmené du nom de Tim Walsh, était compétent mais dépassé. Lors de leur première rencontre, Walsh a exposé la dure réalité. L'Oregon était un État où le divorce était sans faute. La liaison de Diane n'aurait pas d'impact significatif sur le partage des biens, et sa demande de pension alimentaire était fondée compte tenu de ses faibles revenus. Mais elle nous trompait pendant que notre fils était mourant, a protesté Vinny. Je comprends votre colère, a répondu Walsh. Mais le tribunal se concentre sur les besoins financiers, et non sur les jugements moraux. Elle gagne 45 000 $ en tant qu'hygiéniste dentaire. Vous possédez 3 entreprises valant environ 2 millions de dollars au total. Le calcul est simple. Ce que Walsh ignorait, et que personne ne savait, sauf Lou Garrett, l'employé le plus fiable de Vinny, c'est que les entreprises étaient endettées jusqu'au point de rupture. Vinny avait lourdement emprunté sur les 3 boutiques pour payer les traitements expérimentaux de Trevor, que l'assurance ne couvrait pas. Il s'était rendu à Houston pour un essai clinique, à Seattle pour une consultation spécialisée, au Mexique pour une thérapie alternative qui leur avait coûté 30 000 $. Chaque centime avait valu la peine pour avoir la chance de sauver son fils. Mais maintenant, confronté à la perspective de liquider le travail de toute une vie pour payer la pension alimentaire de Diane pendant qu'elle vivait avec son amant, Vinny ressentait de plein fouet le poids de sa réalité financière. Les boutiques atteignaient le seuil de rentabilité, mais à peine. Le service de la dette engloutissait la majeure partie des bénéfices, et sans la gestion quotidienne de Vinny, les petits problèmes devenaient des réparations coûteuses. Lou était doué, mais inexpérimenté en affaires. Les clients commençaient à s'éloigner, sentant l'instabilité. Diane, quant à elle, ne se contentait pas d'attendre le règlement du divorce. 3 semaines après le départ de Vinny, elle se présenta à son appartement avec Rick et To. Ils attendirent sur le parking que Vinny rentre du travail, puis l'abordèrent ensemble. « Il faut qu'on parle », annonça Diane. Rick se tenait légèrement en retrait d'elle, vêtu d'un costume coûteux et affichant l'expression satisfaite d'un homme qui avait gagné quelque chose de précieux. « Sans rancune, hein, mon pote ? Ce sont des choses qui arrivent. » Vinny regarda l'homme qui vivait chez lui, dormant dans son lit, probablement assis dans la chambre de Trevor, en train de trier les affaires d'un garçon mort qu'il n'avait jamais rencontré. « Que veux-tu ? » « Je suis prêt à racheter ta part de la maison, » dit Rick en sortant un papier plié. « Je l'ai fait estimer. La valeur marchande est de 420. Je te donne 210 en liquide aujourd'hui. Rupture nette. La maison valait plus près de 500 000. Vinny avait passé des années à le rénover lui-même, mais il était aussi hypothéqué à 350. L'offre de Rick le laisserait pratiquement sans rien après avoir remboursé le prêt. C'est généreux, ajouta Diane sans croiser le regard de Vinny. Ça résoudrait bien des problèmes pour nous deux. Vinny étudia le document, gagnant du temps pendant que son esprit travaillait. L'assurance de Rick suggérait qu'il avait des ressources, de vraies ressources, du genre qui ne provenaient pas du salaire d'un prothésiste dentaire. J'y réfléchirai, dit finalement Vinny. Ne réfléchis pas trop, répondit Rick avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. L'offre ne restera pas éternellement sur la table. Après leur départ, Vinny s'assit dans son appartement spartiate et commença à planifier. Non pas la réaction émotionnelle à laquelle il s'attendait, ni les gestes désespérés d'un homme brisé,
mais la préparation méthodique de quelqu'un qui comprenait que la vengeance était un plat qui se savourait avec une patience infinie. Il fit appel au service d'anciens clients, des hommes qui lui devaient de l'argent, du temps ou de la loyauté. En une semaine, il connaissait Rick. La véritable histoire de Chandler. Rick n'était pas prothésiste dentaire. C'était un escroc professionnel spécialisé dans le ciblage des femmes récemment veuves ou divorcées possédant des biens. Son vrai nom était Robert Christopher Hanley, et son histoire s'étendait sur 3 États. Il avait épousé une veuve à Phoenix et avait disparu avec l'argent de son assurance vie. Il avait convaincu une enseignante divorcée de Sacramento de refinancer sa maison et avait disparu avec l'argent. Il était doué dans son domaine, patient, charmant et totalement dénué de conscience. Diane n'était pas sa première cible à Portland, juste la plus récente. Il vivait de ses revenus tout en préparant son prochain coup. Les vêtements coûteux, l'offre d'achat de la maison, tout cela faisait partie de l'arnaque. Il se positionnait pour contrôler les biens de Diane, puis disparaître au moment opportun. Cette connaissance aurait dû inciter Vinny à avertir sa femme pour qu'elle ne devienne pas une autre victime. Au lieu de cela, il aperçut une autre opportunité. Si Rick était un prédateur, alors Diane avait choisi de devenir une proie. Elle a détruit leur mariage pour un homme qui prévoyait de la détruire. La justice poétique c'était presque beau. Mais les plans de Vinny allaient plus loin que de simplement regarder sa femme se faire prendre. Rick avait commis une erreur cruciale. Il avait menacé Vinny directement, l'avait traité comme un imbécile dont il fallait se débarrasser facilement. Cela exigeait une réponse. Et 8 ans plus tard, lorsque Vinny se présenta enfin devant eux au tribunal, ce qu'il fit ce jour-là allait leur faire comprendre à quel point cette erreur avait été coûteuse. Chapitre 5. Le jeu du long terme. Pendant 6 mois, Vinny joua parfaitement le rôle de l'ex-mari vaincu. Il accepta les termes du divorce, céda plus de la moitié de la valeur de la maison à Diane et accepta une somme modique qui lui laissait de quoi faire tourner un garage. Aux yeux de tous, y compris Diane et Rick, il paraissait brisé et ruiné financièrement. En réalité, il construisait. La propriétaire du restaurant vietnamien en dessous de son appartement, Madame Andoin, avait un fils programmeur informatique et joueur compulsif. Gouin et Gouin devaient $12 000 aux mauvaises personnes. Vinny paya la dette en échange de certains services. Andy était doué en technologie et suffisamment désespéré pour éviter de poser trop de questions sur sa nouvelle relation. Les demandes de son employeur. Vinny entretenait également une relation avec Jimmy le Poisson Torino, un petit bookmaker qui gérait les numéros dans un salon de coiffure de l'East Side. Jimmy devait $3 000 à Vinny pour des travaux sur la transmission de sa Cadillac. Vinny proposa d'annuler la dette en échange d'informations et d'une aide occasionnelle pour des affaires nécessitant une certaine discrétion. Plus important encore, Vinny renoua avec Marcus Wade, son compagnon de cellule, lors d'un bref séjour en prison du comté 15 ans plus tôt. Marcus avait été incarcéré pour cambriolage. Vinny pour une bagarre de bar qui avait dégénéré. Ils s'étaient liés d'amitié grâce à la compréhension commune que le système était truqué contre des hommes comme eux, et ils étaient restés en contact après leur libération. Marcus dirigeait désormais une entreprise de sécurité privée prospère, du genre à poser peu de questions sur leur mission. Le plan conçu par Vinny était élégant dans sa complexité. Il ne se contenterait pas de dénoncer l'escroquerie de Rick ou de tenter de sauver Diane de ses propres choix. Il orchestrerait plutôt un scénario où les anciennes victimes de Rick obtiendraient justice. Diane subirait les conséquences de sa trahison, et Vinny. Il a réussi à repartir avec tout ce qu'il avait perdu, plus les intérêts. La première phase consistait à documenter les activités de Rick avec une précision méthodique. Andy Gouin a installé un logiciel de suivi sur le téléphone de Rick, piraté ses comptes de messagerie et surveillé ses transactions financières. Jimmy Torino a répandu la rumeur dans son réseau que quelqu'un posait des questions sur Rick Chandler, forçant Rick à prêter attention aux menaces potentielles de son passé. En 3 mois, Vinny avait une vision complète des opérations de Rick. L'homme était encore plus dangereux que ne l'avait révélé l'enquête initiale. Il ne se contentait pas d'escroquer les femmes. Il organisait des vols d'identité, des fraudes à la carte de crédit et du blanchiment d'argent à petite échelle. Il utilisait le domicile de chaque marque comme base d'opération, puis changeait de direction lorsque la situation devenait trop tendue. Diane, quant à elle, était systématiquement isolée de ses amis et de sa famille. Rick l'a convaincu que des gens étaient jaloux de leur bonheur, que Vinny répandait des mensonges à son sujet, et qu'elle devait couper les ponts avec quiconque ne soutenait pas leur relation. Il a progressivement pris le contrôle de ses finances,
la persuadant d'ajouter son nom à ses comptes par commodité, puis effectuant des investissements et des achats. À son insu. En hiver, Diane avait perdu contact avec la plupart de ses proches et dépendait entièrement de Rick, financièrement et émotionnellement. Vu de l'extérieur, il semblait former un couple heureux. En réalité, elle était entraînée à un vol plus important. La deuxième phase commença lorsque Vinny fit son premier pas contre les activités de Rick. Utilisant les informations de surveillance d'Andy, il informa anonymement le FBI des fraudes à la carte bancaire de Rick. Pas suffisamment pour le faire arrêter immédiatement, mais suffisamment pour le mettre sous enquête. Simultanément, Marcus Way commença à contacter les anciennes victimes de Rick par l'intermédiaire du réseau de détectives privés. Au lieu de se contenter de recueillir des informations, ils offrirent à ces femmes une opportunité sans précédent, une chance d'obtenir justice et réparation. Vinny construisait une coalition de malfaiteurs, financée par l'argent qu'il avait secrètement économisé en vivant dans la pauvreté tout en conservant l'apparence d'un ex-mari en difficulté. Chaque femme que Rick avait détruite aurait l'occasion de le confronter ensemble, avec des ressources et un soutien juridique qu'elle n'avait jamais eu individuellement. Mais l'élément central du plan de Vinny était plus personnel. Grâce à la surveillance d'Andy, il découvrit que Rick prévoyait d'épouser Diane à Los Angeles. Las Vegas au printemps. Après le mariage, il la convaincrait de contracter un énorme prêt immobilier sur la valeur nette de la maison, celle qui appartenait à moitié à Vinny selon le divorce. Puis il disparaîtrait avec l'argent, laissant Diane en faillite et Vinny légalement responsable de la moitié de la dette. C'était une arnaque brillante, qui aurait fonctionné contre un ex-mari normal. Mais Vinny n'était plus normal. La mort de Trevor avait anéanti toute sa tendresse et toute sa confiance en lui. La trahison de Diane lui avait appris que la loyauté était une faiblesse que d'autres exploiteraient. Il était devenu quelqu'un d'autre. Patient, calculateur et totalement impitoyable envers ceux qui avaient choisi d'être ses ennemis. Le mariage était prévu pour le 15 avril. Vinny avait 6 mois pour terminer ses préparatifs. Par une soirée enneigée de janvier, exactement un an après la mort de Trevor, Vinny, assis dans son appartement spartiate, écrivit une lettre à son fils. Il raconta à Trevor son plan, la justice qui allait venir, et comment être un homme bon impliquait parfois de faire des choses terribles à des personnes terribles. Il a scellé la lettre dans une enveloppe et l'a déposée dans son coffre-fort, accompagné de la documentation de chaque crime commis par Rick et de chaque étape de l'enquête de Vinny. Si quelque chose lui arrivait, Marcus Wade avait reçu l'ordre de tout remettre au FBI et aux médias. Mais Vinny ne voulait rien lui arriver. Il comptait bien être bien vivant pour voir Rick et Diane subir les conséquences de leur choix. 8 ans plus tard, lorsqu'ils comparaîtraient enfin devant eux au tribunal, ils apprendraient quelles seraient ces conséquences. Chapitre 6, la tempête parfaite. À l'approche du mariage de Rick et Diane à Las Vegas, le réseau de Vinny se mettait en place comme les pièces d'un échiquier. Tout devait se produire simultanément pour empêcher Rick de s'échapper ou de détruire des preuves. Le mariage était prévu pour le samedi 15 avril. Le mercredi 12, Vinny reçut la confirmation que tous les éléments étaient prêts. Les précédentes victimes de Rick, 7 femmes originaires de 4 États, avaient été secrètement organisées pour une attaque judiciaire coordonnée. Chacune avait déposé des plaintes civiles dans sa juridiction respective, toutes devant être déposées simultanément lundi matin. Le FBI avait mis en place un dossier solide pour des accusations fédérales de fraude, attendant seulement que Rick commette son prochain crime majeur pour justifier une arrestation médiatisée. Plus important encore, Andy Gouin avait découvert la stratégie de sortie de Rick. Il conservait 3 identités distinctes, avec des comptes bancaires et des cartes de crédit correspondants. Le 20 avril, 5 jours après le mariage, il prévoyait de transférer l'argent du prêt immobilier sur un compte offshore, puis de disparaître sous un passeport au nom de Michael Thompson. Diane ignorait tout de tout cela. Elle préparait leur mariage avec l'excitation d'une femme qui croit avoir trouvé l'âme sœur. Vinny, à travers les photos de surveillance, l'observait acheter une robe, choisir des fleurs et appeler Vénice. La cruelle ironie du sort ne lui échappa pas. Elle préparait la célébration de sa propre destruction. Le vendredi soir 14 avril, Vinny s'envola pour Las Vegas. Il s'enregistra au Bellagio sous un faux nom, 2 étages au-dessus de la suite où Rick et Diane passeraient leur nuit de noces. Marcus Wade était déjà en poste avec l'équipe de surveillance. Jimmy Torino était arrivé avec 2 associés spécialisés dans ce qu'il appelait le recouvrement de créances agressifs. Le mariage eut lieu dans une chapelle miteuse du Strip, en présence uniquement de Diane et Rick, ainsi que de 2 témoins engagés par leur service. Vinny, de l'autre côté de la rue,
affublé de lunettes de soleil et d'une casquette de baseball, observait sans émotion son ex-femme promettre son amour à un homme qui comptait bien lui détruire la vie. Après la cérémonie, Rick et Diane dînèrent dans un restaurant chic de leur hôtel. Vinny aurait pu s'immiscer dans la fête, prévenir Diane de ce qui allait arriver, lui donner une dernière chance de s'enfuir. Au lieu de cela, il retourna dans sa chambre et attendit. À 2h47, Marcus Wade appela pour confirmer. Rick avait accédé à son ordinateur et entamé les démarches pour obtenir le prêt immobilier. Il travaillait avec un courtier en prêts hypothécaires corrompu de Portland, spécialisé dans les approbations rapides pour les clients qui ne posaient aucune question. Lundi, Rick aurait reçu un chèque de 350 000 $. Une somme garantie par la maison de Diane et la responsabilité civile de Vinny en tant que copropriétaire. À 3h15, Vinny passa un appel qui allait tout changer. Voici l'agent Sarah. Mitchell, l'agent du FBI, répondit à la première sonnerie. C'est l'heure, dit simplement Vinny. Tu es sûr? Une fois qu'on aura déménagé, on ne reviendra plus. Je suis certain que l'arrestation aura lieu lundi matin, lorsqu'il tentera de déposer le chèque. Es-tu prêt pour les conséquences? Vinny regarda par la fenêtre de son hôtel les lumières de Las Vegas, pensant à Trevor, à la trahison qui avait détruit son mariage, aux années de planification minutieuse qui avaient mené à ce moment. Je suis préparé depuis 8 ans. Lundi matin, 18 avril, Rick se rendit au bureau de son courtier en prêts hypothécaires corrompus, dans le nord-est de Portland, pour finaliser le prêt immobilier. Il portait un costume coûteux, une mallette à la main et conduisait la BMW de Diane. Il pensait disparaître à jamais dans 96 heures avec assez d'argent pour repartir de zéro ailleurs. Au lieu de cela, il se retrouva au cœur de la plus grande opération de fraude fédérale de l'histoire de l'Oregon. Le bureau du courtier en prêts hypothécaires était sous surveillance du FBI depuis 6 mois. L'arrivée de Rick avec de faux papiers et papiers d'identité était la dernière preuve dont ils avaient besoin. Alors qu'il signait les documents de prêt qui allaient voler la maison de Diane et ruiner sa solvabilité, des agents fédéraux ont fait irruption, armes au poing. Robert Christopher Henley, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fédérale, usurpation d'identité et blanchiment d'argent. Le premier réflexe de Rick a été de s'enfuir. Le deuxième a été de clamer son innocence. Le troisième a été de réclamer un avocat. Tous trois ont échoué. Les preuves contre lui remplissaient 14 boîtes, des images de surveillance, des dossiers financiers, des témoignages de victimes précédentes et des analyses numériques permettant de remonter à la source de chaque crime. Le travail informatique d'Andy avait été suffisamment minutieux pour impressionner l'unité de cybercriminalité du FBI. Mais la véritable surprise est venue lorsque les agents ont également arrêté le courtier en prêts hypothécaires, 2 responsables de banque et un avocat spécialisé en immobilier qui facilitait les agissements de Rick. L'enquête de Vinny avait mis au jour tout un réseau de corruption que le FBI traquait depuis des années. Alors que Rick était en détention fédérale, Diane a été saisie de plaintes civiles déposées par cette femme différente demandant réparation pour les crimes commis par son nouveau mari. Elle a également été informée de la nullité de son mariage. Le précédent mariage de Rick en Arizona n'avait jamais été légalement dissoute. Mardi matin, le monde de Diane s'était complètement effondré. Son mari était un fugitif fédéral qui utilisait son identité pour frauder. Sa maison était saisie suite à des irrégularités hypothécaires. Ses comptes bancaires étaient gelés, en attente d'enquête, et elle n'avait personne à appeler à l'aide car Rick l'avait convaincue de couper les ponts avec tous ceux qui avaient un jour tenu à elle. Tout le monde sauf Vinny. Chapitre 7. Le règlement de compte commence. Diane a appelé Vinny depuis une cabine téléphonique devant le palais de justice fédéral mardi après-midi. Sa voix était faible et brisée. Rien à voir avec la femme sur d'elle qui l'avait giflé et exigé qu'il quitte sa propre maison. Ils ont tout pris, a-t-elle dit sans préambule. La maison, les voitures, mes comptes bancaires. Ils disent Rick. Ils disent qu'il était marié à quelqu'un d'autre. Que rien de ce que nous faisions n'était légal. Vinny écoutait sans parler. Debout dans le bureau de son atelier automobile où il était retourné reconstruire sa vie, un client à la fois. Par la fenêtre, il pouvait voir Lou Garrett former un nouveau mécanicien. L'entreprise reprenait enfin son essor après des années de croissance prudente. J'ai besoin d'aide, continua Diane. Je n'ai nulle part où aller. Pas d'argent pour un avocat. Le FBI veut que je témoigne, mais ils ne me diront pas si j'ai des ennuis aussi. Que veux-tu de moi, demanda doucement Vinny. Je ne sais pas. J'appelle ma sœur,
mais elle refuse de me parler. Mes collègues disent qu'ils ne peuvent pas s'en mêler. Tu es la seule personne qui... La seule personne qui, quoi? La seule personne qui ne me déteste peut-être pas assez pour raccrocher. Vinnie ferma les yeux, se souvenant de la nuit où elle avait choisi Rick plutôt que leur mariage. Le bruit de sa paume sur son visage. Les années de silence qui avaient suivi. Pourquoi t'aiderais-je? Parce que je sais que j'ai tout détruit. Parce que j'avais tort à propos de Rick. Tort à propos de nous. Tort surtout. Parce que sa voix s'est brisée. Parce que Trevor voudrait que tu le fasses. L'évocation de leur fils a été un coup dur. Diane avait perdu le droit d'invoquer la mémoire de Trevor la nuit où elle avait choisi sa liaison plutôt que sa famille, mais elle était suffisamment désespérée pour essayer quand même. Rendez-vous à Denny et sur Powell Boulevard dans 1 heure, dit Vinnie. Viens seule. Elle l'attendait dans un box d'angle quand il arriva, paraissant plus petite et plus âgée que dans ses souvenirs. Ses vêtements coûteux étaient froissés. Son maquillage était maculé à force de pleurer, et ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café. L'espace d'un instant, Vinnie ressentit une lueur de la compassion qu'il avait autrefois éprouvée pour elle. Puis il se souvint de Trevor demandant pourquoi maman semblait triste lors de ses visites à l'hôpital, ignorant que sa mère était distraite par les SMS de son amant. « Il faut que tu saches quelque chose, » dit Vinnie en se glissant dans le box en face d'elle. « Je suis au courant pour Rick depuis 3 ans. » Les yeux de Diane s'écarquillèrent. « Quoi? » Je savais que c'était un escroc. Je savais pour les autres femmes, les fausses identités, les crimes financiers. Je savais qu'il prévoyait de cambrioler ta maison et de disparaître. Alors pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Vinnie observa son visage, cherchant la moindre trace de la femme qu'il avait aimée. Parce que tu as fait ton choix en me giflant et en me disant de partir. En le choisissant plutôt que notre mariage, tu as choisi la suite. Mais tu aurais pu me sauver de ça. Le pouvais-je? Vinnie se pencha en avant. Qu'aurais-tu fait si je t'avais appelé il y a 3 ans pour te dire que Rick était un criminel? M'aurais-tu cru? Ou m'aurais-tu accusé de mentir par jalousie? Le silence de Diane était une réponse suffisante. Tu as gâché 15 ans de mariage pour un homme que tu connaissais depuis 6 mois. Vinnie continua, tu l'as fait venir chez nous alors que le souvenir de notre fils était encore frais. Tu as choisi de faire confiance à un inconnu plutôt qu'à ton mari, alors je t'ai laissé vivre avec les conséquences de ce choix. Tu m'as laissé me faire arnaquer. Je te laisserai obtenir exactement ce que tu cherchais. Une vie sans moi. Diane se remit à pleurer. Les sanglots horribles et désespérés de quelqu'un qui avait tout perdu par ses propres choix. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vinnie sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table entre eux. Le vrai nom de Rick est Robert Christopher Hanley. Il organise des escroqueries depuis 15 ans. Le FBI a des preuves de fraude dans 6 États. Ses précédentes victimes le poursuivent en justice pour des millions. Comment sais-tu tout ça? Parce que je documente ses crimes depuis la semaine où il a emménagé chez nous. Chaque transaction financière, chaque fausse identité, chaque femme qu'il a détruite. Je monte un dossier contre lui depuis 8 ans. Diane cessa de pleurer, le fixant avec une compréhension croissante. Tu as planifié ça. Tu l'as piégé. Je lui ai donné assez de cordes pour se pendre. Rick a détruit sa propre vie en étant exactement qui il était. Je me suis juste assuré qu'il y aurait des conséquences. Mais moi? Je ne savais pas. Tu en savais assez, interrompit Vinnie. Tu savais que j'avais appelé son travail et découvert qu'il n'existait pas. Tu savais son histoire ne cessait de changer. Vous saviez qu'il vous poussait à couper les ponts avec tous ceux qui tenaient à vous. Vous avez choisi d'ignorer chaque signal d'alarme, car vous vouliez ce qu'il vous vendait. Il s'est levé pour partir, puis a marqué une pause. Le FBI vous offrira probablement l'immunité si vous coopérez pleinement. Racontez-leur tout ce que vous avez fait lors de votre rencontre, ce qu'il vous a dit, comment il contrôlait vos finances. Aidez-les à monter le dossier le plus solide possible. Pourquoi me dites-vous cela? Vinnie baissa les yeux sur la femme brisée qui avait été son épouse et n'éprouva qu'une froide satisfaction. Parce que je veux que Rick passe le plus de temps possible en prison fédérale. Et je veux que vous viviez en sachant que vous l'avez choisi plutôt que nous. Il est parti, la laissant seule avec les décombres de la vie qu'elle avait choisie. Mais le jugement était loin d'être terminé. Chapitre 8. Le procès des conséquences.
Le procès fédéral de Rick a commencé 14 mois plus tard, en juin de l'année suivante. À ce moment-là, l'affaire était devenue l'une des plus importantes poursuites pour fraude de l'histoire de l'Oregon. Cette victime ont témoigné de la façon dont Rick avait systématiquement détruit leur vie. Le FBI a présenté des preuves de plus de 2 millions de dollars. Vol dans plusieurs États. Des experts financiers ont expliqué les stratagèmes sophistiqués de blanchiment qu'il avait utilisés pour dissimuler ses crimes. Mais le témoin le plus accablant de l'accusation était Diane elle-même. Elle a témoigné pendant 3 jours, décrivant avec une précision atroce comment Rick avait manipulé ses émotions, l'avait isolé de ses réseaux de soutien et avait progressivement pris le contrôle de ses finances. Son témoignage était convaincant précisément parce qu'elle ne cherchait pas à excuser son propre comportement. Elle a admis chaque mauvais choix, chaque signe avant-coureur ignoré, chaque moment où elle avait choisi de faire confiance à Rick plutôt qu'à son instinct. La défense a tenté de la présenter comme une complice consentante, mais les preuves étaient accablantes. Rick avait utilisé la même arnaque sur cette autre femme, en utilisant des tactiques et des stratégies de manipulation identiques. Diane était une victime, même si elle s'était rendue une cible facile par son égoïsme et son manque de jugement. Vinny a assisté à chaque jour du procès, assis au fond de la salle d'audience, tel un témoin silencieux de la justice. Il a vu Rick tenter de charmer le jury, le voir blâmer ses victimes pour leur crédulité, le voir n'exprimer aucun remords pour la dévastation qu'il avait causée. À l'annonce du verdict de culpabilité, coupable des 23 chefs d'accusation fédéraux, Rick a finalement perdu son sang-froid. Il a hurlé au juge qu'il avait été victime d'un coup monté, que ses victimes étaient des menteuses, que le système était corrompu. Les marshals américains ont dû le maîtriser physiquement, car il a été condamné à 18 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Après le prononcé de la peine, Diane a abordé Vinny dans le couloir du tribunal. Elle avait passé l'année précédente à travailler comme caissière dans une épicerie, à vivre dans un studio et à suivre des conseils financiers imposés par le tribunal. Cette expérience l'avait vieillie, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une humilité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, dit-elle doucement. Mais je voulais vous remercier de m'avoir donné les informations dont j'avais besoin pour le faire condamner. » « Je ne l'ai pas fait pour vous, répondit Vinny. Je l'ai fait pour la justice. Je sais. Je sais aussi que tu aurais pu me détruire complètement si tu l'avais voulu. Le fait que tu ne l'aies pas fait. Ne confonds pas nécessité et clémence. Vinny l'interrompit. Tu as été utile à l'accusation. C'est la seule raison pour laquelle tu n'es pas toi-même en prison fédérale. Diane hocha la tête, acceptant la dure vérité. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu subis les conséquences de tes choix, comme j'ai subi les miens. Elle commença à s'éloigner, puis se retourna. As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes? Si je t'avais choisi toi plutôt que lui? Vinny réfléchit sérieusement à la question. Non, dit-il finalement, car la femme qui m'aurait choisi plutôt que lui n'aurait jamais eu de liaison. Après le départ de Diane, Vinny resta au tribunal 1 heure de plus, réfléchissant à la justice, à la vengeance et à la différence entre les deux. Rick passerait les 18 années suivantes en prison fédérale, où son charme et ses talents de manipulateur seraient inutiles. Ses victimes recevraient une restitution des biens saisis, même si l'argent ne pourrait jamais réparer entièrement les dommages qu'il avait causés. Mais pour Vinny, la véritable victoire n'était pas l'emprisonnement de Rick. C'était la certitude qu'il avait transformé sa rage et son chagrin en quelque chose de concret. Il avait accepté la pire trahison de sa vie et l'avait transformée en justice pour des gens qui ne s'attendaient pas à en voir une. Ce soir-là, il se rendit au cimetière de Riverside et s'assit près de la tombe de Trevor. La pierre tombale était simple, Trevor James Delroy, fils bien-aimé, rêveur de voitures impossibles. C'est fini, dit-il à voix haute. L'homme qui a blessé notre famille est en prison. La femme qui nous a trahis en subit les conséquences. Justice a été rendue. Le vent bruissait dans les arbres. Et pendant un instant, Vinny put presque entendre la voix de son fils. Bravo, papa. Mais que se passera-t-il ensuite? Ce qui se passa ensuite fut la question qui allait définir le reste de la vie de Vinny. Il avait passé 8 ans à planifier et à exécuter la vengeance parfaite. Maintenant, il devait décider quoi faire du reste de son temps sur Terre. Alors qu'il rentrait chez lui dans son petit appartement au-dessus du restaurant vietnamien, Vinny prit une décision qui allait surprendre tous ceux qui pensaient le connaître. Mais cette histoire allait se dérouler dans le dernier chapitre de sa transformation,
passant du statut de père endeuillé à celui de personne bien plus dangereuse. Chapitre 9. 8 ans plus tard. La salle d'audience était bondée par une matinée grise de novembre, 8 ans après la condamnation de Rick. Vinny était assis à la table des plaignants, vêtu d'un costume coûteux et avec l'assurance d'un homme qui avait reconstruit sa vie à partir de ses cendres. De l'autre côté de l'allée, Diane était assise avec son avocat commis d'office, l'air fatigué et abattu. Entre eux se trouvait la raison de cette ultime confrontation, Kyle Morrison, l'ancien compagnon de cellule de Rick, libéré de prison fédérale 6 mois plus tôt. Kyle avait retrouvé Diane grâce à une histoire sur la cachette secrète de Rick avant son arrestation. Selon Kyle, Rick lui avait parlé de 300 000 $ enfouis dans un garde-meuble, une somme qui revenait de droit à sa femme. Il suffisait à Diane de verser 50 000 $ à Kyle pour l'emplacement, et elle pouvait récupérer la fortune cachée. C'était, bien sûr, une autre arnaque. Kyle était un criminel de carrière spécialisé dans l'exploitation des victimes d'escroqueries précédentes, utilisant les informations recueillies auprès de codétenus pour monter des escroqueries secondaires. Il avait contacté des dizaines de victimes de Rick avec des histoires similaires, percevant des commissions pour des trésors fictifs. Mais Kyle avait commis une grave erreur en ciblant Diane. Il avait sous-estimé la minutie avec laquelle Vinny avait documenté chaque aspect des opérations criminelles de Rick. Votre honneur, commença l'avocat de Vinny, il y a 8 ans, mon client a découvert que sa femme entretenait une liaison avec un criminel de carrière. Plutôt que de simplement divorcer, Monsieur Delroy a passé des années à monter un dossier fédéral qui a abouti à la condamnation de Robert Henley et au recouvrement de plus de 2 millions de $ pour ses victimes. La juge, une sexagénaire sévère, a examiné le dossier avec un intérêt évident. Il ne s'agissait pas d'une affaire civile classique. Monsieur Delroy a surveillé les activités de Monsieur Henley pendant 3 ans avant son arrestation, a poursuivi l'avocat. Durant cette période, il a documenté chaque transaction financière, chaque actif caché, chaque contact avec des criminels. Il n'y a pas de planque secrète, car mon client a justifié chaque dollar volé par Rick Henley. L'avocat de Kyle, un défenseur public qui aurait visiblement préféré être ailleurs, a présenté un argument faible concernant les nouvelles preuves et les actifs récupérés. Mais lorsque l'équipe de Vinny a présenté 8 années de dossiers financiers, d'enregistrements de surveillance et d'accords de coopération avec le FBI, la version de Kyle s'est effondrée. Plus grave encore a été la révélation que Kyle travaillait sur ce même sujet. Une escroquerie a eu lieu dans plusieurs États, ciblant au moins 30 victimes avec des promesses d'argent cachées qui n'ont jamais existé. Le FBI montait un dossier contre lui, et sa tentative d'escroquer Diane lui a fourni les preuves finales dont ils avaient besoin. Mais la véritable surprise est venue lorsque le juge a demandé pourquoi Vinny poursuivait cette affaire avec autant d'acharnement. « Monsieur Delroy, dit-elle, vous avez déjà vu Monsieur Henley condamné et emprisonné. La situation financière de votre ex-femme n'est pas légalement de votre responsabilité. Pourquoi investir des ressources importantes pour mettre fin à cette fraude relativement mineure ?» Vinny se leva lentement, les yeux fixés sur Diane. « Votre honneur, il y a 8 ans, ma femme a choisi de détruire notre mariage pour un criminel qui prévoyait de lui voler toutes ses économies. J'aurais pu la prévenir, je l'aurais peut-être sauvée de la mort. Au lieu de cela, je l'ai laissé subir toutes les conséquences d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. » Le silence était total dans la salle d'audience. « Je pensais que cela suffirait, » continua Vinny. « Je pensais que la voir tout perdre satisferait mon besoin de justice. Mais j'avais tort. La véritable leçon ne concernait pas les conséquences de la trahison. Elle concernait les conséquences de la trahison. La différence entre justice et vengeance. » Il fit un geste vers Kyle. « Cet homme est un prédateur qui cible les gens au moment où ils sont le plus vulnérables. Il a spécifiquement choisi mon ex-femme parce qu'il la croyait facile à prendre, quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'elle pouvait être manipulée par des criminels. » La voix de Vinny se fit plus dure. « J'ai passé 8 ans à documenter les crimes de Rick Henley, non seulement pour me venger, mais aussi pour protéger ses futures victimes. Aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que M. Morrison subisse les conséquences de ses crimes et que personne d'autre ne soit victime de ses escroqueries. » Le juge observa Vinny un long moment. « Et votre ex-femme ? Quelles conséquences encourt-elle selon votre version de la justice ? » « Elle subit les mêmes conséquences qu'elle a subies pendant 8 ans, votre honneur. Elle doit vivre avec la conscience que ses choix ont détruit tout ce que nous avons construit ensemble, y compris le souvenir d'une famille unie que notre fils avait gardée. » Pour la première fois au cours de la procédure, Diane prit la parole. « Notre fils est mort avant que tout cela n'arrive.
N'utilisez pas la mémoire de Trevor pour vous justifier. Ne le faites pas. La voix de Vinnie résonna dans la salle d'audience. Une lame. N'ose pas invoquer le nom de notre fils. Tu trompais notre mariage alors qu'il était mourant. Tu as amené ton amant chez nous 2 semaines après son enterrement. Tu as préféré ta liaison au souvenir de Trevor, et tu l'as refait chaque jour pendant 8 ans. Diane se leva, les larmes aux yeux. Je sais que j'avais tort. Je sais que j'ai tout détruit. Mais gardez cette colère pendant 8 ans. Trevor ne voudrait pas. Trevor voudrait que son père protège des innocents des prédateurs, interrompit Vinnie. Il voudrait que justice soit rendue aux victimes incapables de se défendre. Et il voudrait que les personnes qui ont trahi sa famille subissent de véritables conséquences, pas seulement un pardon de circonstance. La juge frappa du marteau, rétablissant l'ordre. Après examen des preuves, elle trancha en faveur de Vinnie sur tous les chefs d'accusation. Kyle Morrison fut condamné à 5 ans de prison fédérale pour fraude. Diane fut condamnée à une restitution pour son rôle dans la tentative d'accéder à l'argent caché inexistant. Mais surtout, la juge ordonna une enquête approfondie. Les autres victimes de Kyle, potentiellement pour rendre justice aux dizaines de personnes escroquées par l'ancien compagnon de cellule de Rick. Alors que la salle d'audience se vidait, Diane s'approcha une dernière fois de Vinnie. « Quand est-ce que ça finira ?» demanda-t-elle doucement. « Quand tu auras enfin laissé aller ta colère. » Vinnie regarda celle qui avait été son épouse, la mère de son fils décédé, celle qui avait choisi la trahison plutôt que la loyauté au moment où il avait le plus besoin d'elle. Tout finira quand justice sera rendue. Quand chaque prédateur qui vous a ciblé subira les conséquences. Quand chaque victime obtiendra réparation. Quand un système qui n'a pas protégé des gens comme vous sera réparé. Et puis je passerai à l'affaire suivante. Parce qu'il y a toujours un autre Rick en lait, un autre Kyle Morrison, une autre personne qui pense pouvoir détruire des vies innocentes sans conséquence. Diane le fixa avec une pointe de peur. Que es-tu devenu? Vinnie ajusta sa cravate et ramassa sa mallette. Je suis devenu quelqu'un qui ne pardonne ni n'oublie. Quelqu'un qui croit que justice différée est justice refusée. Quelqu'un qui comprend que la seule façon d'arrêter les prédateurs est de faire ils avaient peur des conséquences. Il s'éloigna, laissant Diane seule avec le poids de ses choix et la conscience que certaines trahisons créent des ennemis qui ne cessent de traquer. Devant le palais de justice, le téléphone de Vinnie sonna. C'était Marcus Wilde qui appelait pour une nouvelle affaire. Un vétéran escroqué par une fausse association caritative. Une autre victime qui avait besoin de justice. Un autre prédateur qui avait besoin d'apprendre que certaines personnes se défendent. Vinnie sourit en répondant à l'appel. Voilà ce qu'il était devenu, une arme brandie par les victimes contre ceux qui les avaient lésés. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée, mais c'était celle que ses expériences avaient forgée. Et quelque part au loin, il pouvait presque entendre la voix de Trevor dire « Bien joué, papa. Maintenant, aide la personne suivante. » La transformation était totale. Vincent Delroy, le mari confiant et le père endeuillé, avait disparu à jamais. À sa place se tenait quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui avait appris que la miséricorde était une faiblesse. Le pardon était une capitulation. Et la justice était la seule monnaie d'échange qui comptait dans un monde peuplé de prédateurs. 8 ans après que la trahison de sa femme eut détruit son ancienne vie, Vinnie avait rebâti quelque chose de nouveau sur ses cendres. Quelque chose qui garantirait que quiconque lui aurait fait du tort, ou à des personnes comme lui, n'échapperait jamais aux conséquences de ses choix. Justice avait été rendue. La quête du prochain commença. Une autre histoire prenait fin.